Merci beaucoup pour cette présentation. Et puis j'en profite aussi pour remercier le partenariat pour cette opportunité. Marianne également de m'avoir accompagnée dans cette recherche pendant un an. Et puis Chiara aussi pour cette opportunité qui m'offre beaucoup de visibilité. Et puis à tout le monde aussi d'être présente et présent aujourd'hui pour parler de la charge esthétique. Alors, pour présenter un peu mon sujet de recherche, je vais brièvement vous aborder le cadre théorique avec les questions de recherche, la définition de la charge esthétique que j'ai mobilisée pour ce travail, et puis rapidement aussi l'échantillon et la méthodologie, mais ce sera beaucoup porté sur les résultats de ma recherche et la place de la mise en beauté dans le quotidien des femmes en couple hétérosexuel. Alors, le but plus précis de ma recherche était de me questionner sur les répercussions de l'injonction à la beauté sur le quotidien des femmes, la façon dont elles arrivent à articuler leur vie de couple et la mise en beauté, et les répercussions aussi des injonctions à la beauté sur les dynamiques conjugales, et puis aussi quelle est la place finalement de la mise en beauté dans le couple. Et pour cela, j'ai développé la notion de charge esthétique. En fait, le sujet m'est venu en observant, en écoutant des conversations aussi avec des proches, en observant moi-même et mes comportements. Et puis, dans les films et dans les séries où on voyait une forte injonction aux femmes à se faire belle pour leur partenaire et un poids finalement quotidien dont on parle si peu, qu'on dénonce si peu dans le cadre du couple et dans ce quotidien qui est privé et qui est encore aussi sujet au tabou inspiré des notions donc, de la pensée féministe matérialiste qui a développé notamment les tâches domestiques comme un travail qui incombe principalement, voire totalement aux femmes encore dans le foyer, dans le couple. Et puis des concepts connexes aussi qui ont été développés dans ce cadre-là, comme la charge mentale par Monique Eco et puis la charge émotionnelle par Harley Hochschild. Je me suis dit qu'il y avait d'autres charges. Alors d'autres charges sont nées aussi au fil des années, mais je trouvais qu'il manquait celle-ci, la charge esthétique. Puis en faisant des recherches, je l'ai trouvée absente de la littérature scientifique, ou en tout cas à ma connaissance, et ce jusqu'au dépôt de mon mémoire il y a quelques mois. Par contre, elle est présente dans des articles de presse, notamment des articles de presse féminines, dans un essai aussi féministe sur le prix de l'hétérosexualité, et puis dans un article d'un média belge. Donc les autres articles étaient dans des médias français, mais ces définitions-là se concentraient plutôt sur l'aspect financier, donc le prix des accessoires de mise en beauté, des vêtements, du maquillage, etc. Puis je voulais une définition un peu plus large. Alors je vous ai mis en bibliographie à la fin les sources si vous voulez un peu faire des recherches là-dessus. Mais pour moi, c'était beaucoup. Il fallait une définition plus large et notamment donc nommer toutes les pratiques d'embellissement du corps comme une charge esthétique et nommer leur poids surtout. Et c'est ce que je voulais faire par la charge esthétique. Donc c'est le fait de jongler entre la mise en beauté, les tâches ménagères et toutes les autres responsabilités du quotidien, les attentes des uns et des autres, que ce soit le regard extérieur, le travail, mais aussi le conjoint, d'organiser aussi la mise en beauté selon différentes activités, de planifier les rendez-vous pour des soins esthétiques, donc aller chez le coiffeur, aller se faire épiler, etc., de manière assez régulière, de gérer le coût, qui parfois peut être très cher, comme on l'a vu, comme les autres définitions le font, et de répondre aux attentes du conjoint, de mémoriser ses goûts. Donc on peut voir que la charge esthétique représente aussi une charge émotionnelle et mentale, un travail dans le couple pour maintenir le désir du conjoint, pour continuer à le séduire, et puis au quotidien des calculs mentaux extrêmement importants. Et donc, mon hypothèse, ma théorie était de dire qu'entre de lourdes considérations mentales, donc toute cette organisation, tout ce calcul, toute cette mémorisation qu'il faut faire pour se faire belle au quotidien, et cela chaque jour, et un lourd travail d'apprentissage, la charge esthétique est une part du travail domestique qui est encore beaucoup attendue des femmes et encore très peu dénoncée. Alors, pour répondre à mes questions, je me suis basée sur des entrevues semi-dirigées auprès de 10 participantes qui étaient toutes des femmes cisgenres. C'est aussi pour ça que je me permets de dire le terme femme, même si la mise en beauté concerne plus largement toutes les personnes sexisées. Elles sont toutes françaises et avaient toutes de 25 à 37 ans au moment de l'entrevue. Je leur ai demandé d'être en couple hétérosexuel à ce moment-là. Après, elles pouvaient être aussi bisexuelles, pansexuelles. Il fallait simplement qu'à ce moment-là, elles soient dans une relation hétérosexuelle et qu'elles cohabitent avec leur partenaire depuis au minimum un an pour qu'il y ait un quotidien de couple qui puisse se créer et qu'elles puissent revenir aussi sur des expériences et avoir aussi peut-être une idée un peu plus large de la place de la mise en beauté dans leur couple. D'autres caractéristiques se sont créées aussi. Donc, au final, 9 répondantes sur 10 identifiées comme féministes. On le verra, ça a un impact sur mes résultats parce qu'elles ont toutes les répondantes féministes ont eu un parcours de mise en beauté. Elles ont remis en question aussi leur mise en beauté. Elles ont remis en question les injonctions à la beauté. Et la plupart disent avoir nettement diminué tous les actes qu'elles font au quotidien pour la mise en beauté. Ce qui fait également aussi que dans la plupart des couples, les tâches ménagères sont réparties de façon à peu près égalitaire. Le couple a une sorte de rapport
le plus possible, on va dire, égalitaire, parce que d'autres enjeux rentrent en considération. Et puis, les conjoints sont aussi souvent conscients des inégalités de genre et des injonctions à la beauté, donc aussi ont une considération pour leur conjointe et pour le poids que ça peut représenter. Et ça, c'est souvent par le travail des répondantes, il faut quand même le préciser, elles ont quand même souvent lancé des conversations avec leurs partenaires sur comment répartir les tâches ménagères, comment organiser le foyer, comment préparer tout ça, et puis comment est-ce qu'eux aussi doivent se comporter envers leur conjointe. D'autres limites se sont présentées, donc notamment une seule répondante est mère et elle aborde brièvement cette expérience sur sa mise en beauté. En fait, elle dit simplement que comme elle a peu de temps pour s'occuper de sa fille parce qu'elle travaille beaucoup, elle va pas passer trop de temps à se préparer, mais ça change pas nécessairement d'avant qu'elle soit mère puisqu'elle avait déjà une mise en beauté minime. Également, une seule répondante dit avoir un handicap, elle est TDAH, donc elle dit simplement que ça impacte sa mise en beauté parce qu'elle ne peut pas se concentrer trop longtemps, donc elle fait une mise en beauté très brève. Et une seule répondante est une femme racisée et elle n'aborde pas l'impact du racisme sur sa mise en beauté. Donc c'est aussi un échantillon cisgenre, beaucoup blanc, de classe moyenne pour la plupart. Donc on n'est pas représentatif de la population française évidemment, mais les résultats peuvent présenter une première idée de la mise en beauté quand même dans le couple hétérosexuel. Alors, avant de commencer dans le cœur du sujet, je vais vous présenter brièvement la place de la beauté dans le quotidien des répondantes, en tout cas le discours qu'elles donnent là-dessus, et la place de la beauté dans le couple, afin d'un peu contextualiser dans là où se situent les résultats et les discours de mes répondantes. Alors, on peut noter de prime abord que la mise en beauté prend du temps, même si toutes les répondantes, enfin 8 répondantes sur 10, commencent par dire que elles, leur mise en beauté est très brève, qu'elles ne font pas grand-chose. On pourra peut-être en discuter avec Chiara aussi tout à l'heure au niveau des paradoxes, mais il y a une forme de fierté peut-être chez les répondantes à dire que moi, finalement, je me maquille pas trop, je me prépare pas trop, c'est assez bref. Et on voit l'impact des injonctions et des critiques aussi de la beauté dans ces discours-là. Et puis, quand on commence à discuter avec elles, au fur et à mesure, elles ajoutent des pratiques de mise en beauté qu'elles ne nommaient pas au début. Donc, par exemple, le fait de se démaquiller est rarement compté dans le temps qui est mis dans la mise en beauté. Le fait de choisir les vêtements, le fait d'aller acheter des vêtements, d'essayer une tenue puis de se changer, le fait parfois de mettre de l'après-shampoing, de mettre des produits spéciaux, de mettre 3 ou 4 crèmes pour hydrater la peau, ne sont pas au début justement considérés comme des mises en beauté et puis le sont bien plus tard quand on discute et que je repose des questions sur le sujet. Par contre, elles nomment toutes le travail que demande la mise en beauté, un travail quotidien déjà, mais aussi un travail d'apprentissage qu'elles font depuis l'enfance, souvent avec leur mère qui leur a appris la mise en beauté ou qui leur a dit la mise en beauté se fait de telle façon, il faut que tu te mettes en beauté, il faut que tu fasses telle forme de mise en beauté. Une répondante, par exemple, nous dit avoir pris des cours de maquillage pour apprendre vraiment les bases et les principes du maquillage. Une autre répondante parlait d'avoir mis 10 ans pour apprendre à prendre bien soin de ses cheveux et avoir essayé des brosses en poils de différents animaux, avoir essayé plein de produits différents pour être sûr de prendre soin de ses cheveux du mieux possible. Toutes s'accordent sur le fait que la mise en beauté demande beaucoup d'argent, par contre, et elles sont nombreuses à avoir dû renoncer, ou presque toutes en fait, à certaines formes de mise en beauté parce que c'est trop cher, particulièrement depuis leur arrivée au Québec où elles trouvent que le prix des services esthétiques extérieurs est beaucoup plus cher. Donc elles ont supprimé plein de services esthétiques qu'elles font, qu'elles faisaient initialement, ou alors elles n'ont jamais voulu faire ces services esthétiques parce qu'elles n'en ont jamais eu l'argent. Donc elles apprennent d'elles-mêmes. Une répondante, par exemple, venait de se couper les cheveux elle-même avant l'entrevue. Elle dit c'est une coupe qui me permet déjà de ne pas aller chez le coiffeur parce que je sais le faire moi-même et en même temps qui me fait gagner du temps le matin parce que je n'ai plus besoin de les lisser. En fait, elles disent que tout ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes, elles le font elles-mêmes. Donc les teintures, parfois pour certaines répondantes, etc. Et puis elles calculent aussi parfois à faire des choses permanentes pour ne pas avoir à le refaire au quotidien, donc gagner du temps mais aussi de l'argent. Donc par exemple l'épilation au laser où une répondante avait considéré se faire tatouer un eyeliner pour ne pas avoir à le faire tous les matins. Donc on voit un peu une charge mentale d'organisation budgétaire, calculer qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui n'en vaut pas la peine, quel est mon budget, qu'est-ce que je peux me permettre. Une répondante me disait même calculer ses chirurgies esthétiques et l'épilation au laser sur 10, 20, 30 ans pour être sûre que ce soit viable et utile. Elle me disait par exemple que faire une chirurgie à 65 ans n'avait pas d'intérêt parce qu'elle ne pourrait pas en profiter pendant assez longtemps. Donc il fallait qu'elle économise maintenant pour le faire le plus tôt possible. Donc, la mise en beauté demande une charge mentale, ce à quoi je dirais plutôt une charge esthétique, de planification, de calcul de temps, d'organisation particulière. Et elle impose aussi une temporalité particulière chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc, par exemple, se maquiller le matin, se démaquiller le soir, choisir des vêtements chaque matin ou le soir en fonction de la météo, en fonction des activités de la journée. Des répondants disent aussi faire des retouches de maquillage au cours de la journée, particulièrement si elles vont voir leur conjoint. Donc, là encore, un travail aussi de penser à prendre la trousse de maquillage pour aller au travail, penser à trouver du temps dans la journée de travail pour aller se maquiller, parfois discrètement pour ne pas qu'on les voie. Euh,
Plusieurs répondants disent par exemple calculer leur shampoing en fonction des séances de sport pour ne pas avoir les cheveux gras juste après les avoir lavés parce qu'elles ont fait du sport, ou d'autres les calculent aussi selon les activités de la journée. Une répondante me disait par exemple que lorsqu'elle devait aller à l'extérieur pour le travail, elle ne se mettait pas de mascara pour ne pas ressembler à un panda, ce sont ses mots. Euh, Certaines vont aussi préparer des tenues à l'avance pour être sûre de se sentir belle et bien le matin et ne pas avoir à s'apprêter en vitesse et donc être déçue du résultat, ou d'autres aussi pour gagner du temps le matin. Et puis certaines aussi ne peuvent pas sortir sans être apprêtées, ce qui demande en fait un gros travail d'organisation. Je dois prévoir à l'avance 1 heure si je veux aller faire les courses, je dois prévoir à l'avance 1 heure si je veux aller voir des amis, et donc je ne peux pas agir de manière spontanée. Et cela va aussi avec les rapports sexuels, où certaines répondantes vont calculer potentiellement quand est-ce qu'elles vont avoir des rapports sexuels pour être sûres de se préparer. Une répondante nous disait potentiellement, quand elle imaginait pouvoir avoir un rapport sexuel avec son conjoint, elle se dépêchait de rentrer du travail pour se préparer, se remaquiller, voire se redoucher pour pouvoir sentir bon et être prête pour son partenaire. Elles disent toutes aussi que la mise en beauté est difficile et pénible, mais elle peut être aussi une forme de plaisir, on le verra. Donc, elles peuvent causer de la douleur avec des talons qui peuvent faire mal aux genoux, certaines tenues qui sont inconfortables. L'épilation revient aussi sur les sujets elle est décrite aussi parfois comme un instrument de torture pour certaines répondantes qui pourtant, pour beaucoup, le font encore au quotidien. Une répondante, par exemple, n'arrêtait pas de toucher son serre-tête pendant l'entrevue, puis je me demandais pourquoi, et elle a fini par m'avouer que ça lui donnait la migraine, mais qu'elle l'emportait tout le temps parce qu'elle se trouvait plus jolie avec. Une autre répondante avait une intolérance au vernis à ongles, et pourtant, le jour de l'entrevue, elle emportait. Puis quand on leur demande la place de la beauté dans le couple, elles tiennent des discours, un peu un double discours, et on peut noter en fait que la mise en beauté dans le quotidien se présente de façon complexe et paradoxale dans le vécu, dans l'expérience et dans les discours des répondantes, qui témoignent à la fois d'un désir d'agentivité, de le faire pour elles-mêmes et de s'extraire des injonctions à la beauté qui sont pesantes au quotidien et dont souvent elles ont conscience parce qu'elles sont féministes et qu'elles disent avoir fait des recherches par conscientisation féministe. Et puis en même temps parce que en même temps leurs discours traduisent aussi un désir de plaire à leur partenaire, de continuer à les séduire, et elles ont intériorisé aussi les normes de beauté. Euh, alors, quand on leur demande dans leur couple, est-ce que la beauté a une place et quelle est la place, on voit un peu que la mise en beauté est un non-dit du couple. C'est un peu un tabou de dire moi, je me prépare pour mon conjoint me demande une certaine mise en beauté, ou c'est important dans notre couple. Donc, la plupart vont dire non, ça ne compte pas. Un vrai couple ne devrait pas reposer sur la beauté, et surtout un couple sain. Et là, on voit encore la conscientisation féministe. Un couple sain ne devrait pas reposer sur la mise en beauté. Et puis, plusieurs, par contre, au fil de l'entrevue, ou parfois même à la fin, elles disent à demi-mot non, mais il faut que je t'avoue quand même que dans mon couple, ça compte, ça a quand même une importance. Les discours sociaux, par contre, notamment ceux de leur mère et de d'autres proches, donc les tantes, les amis, etc., peuvent leur rappeler de se mettre en beauté pour leur conjoint ou leur demander de se mettre en beauté pour leur conjoint. Et elles dénoncent aussi les films, les séries aussi qui imposent une certaine mise en beauté. Une répondante nous disait par exemple qu'elle s'était séparée d'un conjoint et sa tante avait dit mais c'est parce que tu n'es pas assez féminine, donc c'est probablement pour ça qu'il t'a quittée. Ou une autre répondante racontait avoir fait des magasins avec sa mère, avoir acheté des sous-vêtements confortables pour elle, et sa mère lui avait reproché qu'il n'était pas assez féminin, assez sexy pour son partenaire. Et il y a aussi une nécessité de séduction mutuelle, même si la beauté ne doit pas compter dans le couple, il faut quand même faire un effort et il faut que le partenaire fasse un effort. Donc elles attendent quand même qu'il en fasse, et souvent elles déplorent le fait qu'il n'en fasse pas ou très peu, ou qu'elles doivent lui répéter au quotidien de faire un minimum d'efforts. Donc, comme je l'ai dit, elles veulent toutes s'émanciper ou presque s'émanciper des normes de beauté. Elles en ressentent le poids et la difficulté quotidienne. Et pour autant, les notions de plaisir, de créativité et de bien-être ressortent aussi beaucoup de leur discours sur leur mise en beauté. Elles sont nombreuses à dire bah, moi j'aime ça, c'est un moment aussi que je passe avec moi-même, c'est un moment que j'apprécie. Mais également, à l'inverse, elles peuvent trouver que c'est une contrainte lorsque la mise en beauté est obligatoire, soit parce elles n'osent pas sortir sans être maquillées et apprêtées, soit parce que le travail le leur demande. Donc, quand elles peuvent le faire pour elles-mêmes, quand elles peuvent exprimer leur créativité, la mise en beauté peut être agréable, et elles vont toutes aussi défendre le fait qu'elles le font d'abord pour elles, pas pour le regard extérieur, mais je ne me concentre pas nécessairement sur cet aspect-là dans cette présentation, et pas non plus pour leur conjoint. Donc, quand je leur demande est-ce que ça vous arrive de de vous faire belle pour votre partenaire, de faire des efforts pour lui, de répondre à ses attentes, elles vont me dire oui, ça m'arrive, mais c'est quand même d'abord pour moi. Une répondante disait par exemple bah, moi, oui, j'aime bien me mettre en beauté pour lui, me faire belle pour lui, mais en réalité, c'est plutôt parce que moi, j'ai envie de me faire belle pour lui que de le faire pour lui directement.
Pour autant, elles ont de la difficulté à ignorer complètement les injonctions à la beauté. On peut le voir parfois que certaines disent bah, moi je me maquille parce que je me sens plus à l'aise, donc c'est pour moi. Et puis après, elles se disent mais en fait, si je me sens plus à l'aise, c'est aussi parce que les regards extérieurs me font me sentir mal à l'aise lorsque je ne suis pas maquillée ou lorsque je n'ai pas les vêtements qui sont à la mode. Et cette lutte est encore plus difficile dans le couple où il y a une cohabitation, donc forcément le conjoint est là au quotidien, il les voit tous les jours. Et puis il y a toujours cette idée qui revient d'attirance sexuelle. Donc en fait, en se maintenant belle, on maintient l'attirance sexuelle et c'est important de maintenir le désir, l'attirance sexuelle dans le couple parce que que serait le couple s'il n'y a pas de sexualité? Donc, elles sont nombreuses à ressentir une forme de culpabilité quant à leur apparence vis-à-vis de leur conjoint, à ne se sentir pas assez belles, pas suffisantes, sans forcément que lui le leur fasse ressentir. Et puis, elles sont aussi nombreuses à dire que si elles peuvent se présenter sans maquillage, sans être apprêtées devant leur conjoint, en survêtement, en tenue de mou, etc., c'est quand même plus difficile. Au bout de quelques temps, au bout de quelques jours, il faut qu'elles se remaquillent. Donc, en vacances, s'ils ne sortent pas, elles peuvent se sentir à l'aise, plus à l'aise peut-être que face au monde extérieur, sans être apprêtées. Mais au bout de quelques jours, il faut quand même lui rappeler qu'elles sont belles, elles sont jolies et qu'elles sont désirables pour le conjoint. Donc, elles ont de la difficulté à prendre leur propre goût, à ignorer complètement le regard de l'autre, et ici particulièrement le regard du conjoint. Et même dans les silences, les conjoints peuvent exprimer des choses et les répondantes vont suranalyser peut-être, ou en tout cas analyser chaque geste, chaque regard de leur partenaire. Donc, on a une répondante qui nous dit, par exemple, qu'elle voyait dans son regard qu'il n'aimait pas quelque chose. Elle parle ici de son ancien partenaire, mais elle dit, il me regardait, je savais qu'il n'aimait pas, donc je lui demandais, puis il me disait, bah ça, c'est pas très beau, et elle refusait de le remettre après ça. Et d'autres répondantes aussi parlent des silences des conjoints, notamment une répondante qui nous dit qu'elle se rend compte aujourd'hui avec son couple actuel dans lequel elle dit que le rapport à la beauté est beaucoup plus sain, que si elle se sentait moins à l'aise lorsqu'elle n'était pas maquillée dans ses anciennes relations, c'était aussi parce qu'elle avait moins de compliments. Donc ça venait pas nécessairement que d'elle-même et d'une intériorisation à se dire je ne suis pas belle, je n'ai pas mis de maquillage aujourd'hui, c'est aussi ses conjoints qui ne la complimentaient pas et qui ne le faisaient pas nécessairement remarquer. Donc, on peut considérer aussi que la mise en beauté au quotidien est une forme de charge esthétique avec plein d'actions souvent invisibles, souvent qui sont absolument pas considérées. Donc, par exemple, je vous ai mis quelques petits exemples auxquels on pourrait ne pas, qu'on ne pourrait pas remarquer. Donc, par exemple, une répondante choisit régulièrement de mettre un pull de la couleur préférée de son conjoint pour lui faire plaisir. Une autre nous dit qu'elle porte les vêtements qu'il lui a offerts lorsqu'il va au restaurant, etc., qu'elle les aime ou qu'elle les aime pas, mais pour être sûre de le rendre heureux. Une autre met du parfum tous les soirs avant d'aller se coucher pour être sûre de sentir bon pour son conjoint. Et puis elles sont aussi nombreuses à supprimer de leur garde-robe les vêtements qu'ils n'aiment pas, les accessoires qu'ils n'aiment pas. Pour autant, comme je l'ai dit, elles veulent vraiment le faire pour elles, donc elles insistent là-dessus. Elles vont essayer au quotidien de trouver des subterfuges pour le faire pour elles-mêmes parce qu'elles ont conscience finalement qu'elles ont intériorisé ces normes extérieures, mais aussi celles du conjoint. Et puis celles du conjoint sont beaucoup plus directes puisqu'il est là au quotidien. Donc elles vont toutes trouver leur technique et elles sont nombreuses, par exemple, à dire qu'elles refusent d'aller magasiner avec eux. Et on a le témoignage ici, je vous ai mis le témoignage d'une répondante qui disait qu'elle refusait d'aller au magasin avec son conjoint parce que quand il aimait quelque chose, quand il complimentait un pull qu'elle avait choisi, un t-shirt qu'elle avait choisi, elle ne voulait plus l'acheter parce que finalement, elle ne savait plus si elle l'achetait pour elle ou si elle l'aimait parce que lui l'aimait et que ce débat dans sa tête était vraiment pesant pour elle et que donc elle essayait de ne pas aller faire les magasins avec lui pour être sûre de ne pas s'habiller selon ce qu'il aime et aussi de ne pas avoir renoncé à certains vêtements juste parce qu'elle a peur de l'acheter pour lui. Elles sont aussi nombreuses à s'opposer de manière frontale à ce qu'ils fassent des commentaires, d'abord par conscientisation féministe, et aussi, on le verra plus tard, parce qu'elles savent qu'elles ont du goût, elles savent qu'elles s'y connaissent, donc elles disent je n'ai pas à recevoir de commentaires de mon partenaire. Et puis l'émancipation de certaines formes de mise en beauté peut être faite aussi grâce au conjoint et parfois avec l'approbation du conjoint. Donc on voit encore le regard masculin, le regard de l'autre qui est important, parce qu'il faut qu'il valide aussi le fait que j'arrête de m'épiler, le fait que j'arrête de me maquiller, etc. Donc l'épilation revient souvent comme un sujet discuté que les répondantes amènent en fait dans la conversation et qu'elles ont souvent aussi demandé. Donc, est-ce que tu veux que je me maquille? Est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que tu veux que je m'épile? Est-ce que c'est important pour toi? Et pareil pour le port des sous-vêtements un peu plus sexy. Et elles ont souvent abandonné ces pratiques grâce au conjoint, mais on voit aussi l'impact du regard extérieur, puisque finalement, elles sont plusieurs à dire qu'elles ne s'épilent plus ou plus régulièrement l'hiver, mais quand vient l'été et que leurs poils peuvent être vus, elles vont recommencer à s'épiler parce qu'elles ont peur du regard extérieur. Pour autant, même si elles peuvent s'en libérer, on voit aussi qu'elles s'en sont libérées parce que le conjoint leur a autorisé ou a dit que ça ne leur importait pas et que sinon elles ne l'auraient probablement pas fait. À l'inverse, pour les conjoints, on voit que leur mise en beauté est souvent faite de ce qui est essentiel, donc se raser une fois de temps en temps, s'habiller, aller chez le coiffeur ou se faire couper les cheveux par un proche. Donc on peut noter, selon les mots d'Ilan Halloween, une inégalité esthétique qu'on peut appliquer dans le couple
On peut noter sinon, selon mes mots, une répartition genrée de la beauté dans le couple où les conjoints vont finalement jouer un rôle d'experte esthétique pour leur conjoint. Et c'est un constat qui a été fait aussi par la sociologue française Marion Brezaz qui a travaillé sur le regard des femmes sur leur partenaire. Un travail très intéressant que je vous ai mis en bibliographie. Donc les conjointes, on l'a vu, apprennent la mise en beauté depuis l'enfance. Elles observent, elles prennent des cours, etc. Par contre, les conjoints, eux, ont peu de capital esthétique. Je reprends encore les mots de Marion Brezaz. Et ils vont se reposer sur leur conjointe. Donc ça se fait de plusieurs façons. Dans les couples plus traditionnels, on va voir que les conjointes vont prendre ce rôle comme quelque chose de naturel et d'elles-mêmes, elles vont conseiller leur conjoint. Une répondante nous disait par exemple qu'elle devait rappeler à son conjoint d'aller se raser parce qu'il n'y pensait pas sinon. Puis elle devait lui rappeler d'acheter des nouveaux pantalons lorsqu'ils étaient tout troués, notamment pour son travail parce qu'il rencontrait des personnes importantes et donc forcément avait une certaine esthétique à avoir qu'il ne savait pas faire et qu'il ne respectait pas autrement si elle ne le lui disait pas. Et Marion Brezaz fait intéressant, trouve une corrélation entre la répartition genrée des tâches ménagères et les valeurs genrées dans le couple et le plaisir que peuvent prendre les répondantes à s'apprêter pour leur partenaire. Donc, on peut trouver un lien entre nos deux résultats, en fait, sur ce sujet-là. Et dans les couples un peu plus égalitaires, par contre, l'aide est là aussi. Les conjoints demandent de l'aide à leur partenaire, mais ça se joue plutôt sur le rôle de conseil et de collaboration, même si ça reste un poids. Euh, et certaines répondantes aussi refusent cette chose-là et nomment une charge mentale qu'elles sentent dans le couple aussi. Elles disent qu'elles ne veulent pas avoir ce rôle-là. Donc on sent que les conjoints ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas aller faire les magasins tout seuls. Ils ne vont pas souvent faire le sport tout seuls. Ils demandent à leur conjointe de venir chez le coiffeur avec eux, tandis que les conjointes réclament une autonomie esthétique. Elles n'ont pas besoin d'aide. Donc on peut voir que l'implication des conjoints est beaucoup plus limitée que celle des conjointes sur l'apparence de leur partenaire. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, les répondantes ont des injonctions extérieures beaucoup plus importantes que les conjoints eux-mêmes. Et donc, quoi qu'il en soit, elles vont devoir faire un certain travail de l'apparence. Et puis, elles vont aussi observer en amont les commentaires, les regards des conjoints. En fait, sans qu'ils aient vraiment besoin de s'exprimer, elles vont retenir tout ce qu'ils ont dit peut-être il y a des années. Elles vont retenir leurs regards. Elles vont retenir aussi les fois où il n'a pas fait de compliments. Donc, elles vont connaître leur goût sans qu'il n'ait à dire quoi que ce soit. Elles sont aussi considérées comme les expertes esthétiques, on l'a vu, donc elles n'ont pas besoin de conseils. Elles estiment aussi qu'elles savent. Et dans les couples un peu plus traditionnels, on peut aussi voir qu'elles disent, moi je suis une femme, je sais ce que c'est que la mise en beauté. Elles ne savent pas, eux ne savent pas. Dans les couples égalitaires aussi, les conjointes, puisqu'ils sont souvent conscients des injonctions à la beauté, vont refuser faire des commentaires. Et à l'inverse, dans les couples traditionnels, on peut voir aussi une forme de contrôle et parfois même de violence conjugale, selon les discours des répondantes, parfois aussi sur leurs anciennes relations. Par l'ignorance de l'apparence de l'autre, aucun compliment, aucun commentaire, ou à l'inverse, imposer d'aller se changer, de mettre autre chose, de porter des talons, même si ça fait mal, etc. Et puis pour conclure, on peut voir que dans le quotidien, la mise en beauté peut être complexe aussi pour le couple, pas simplement pour les répondantes. Et avec l'installation à deux, l'installation en couple, on voit souvent une diminution de la mise en beauté pour les répondantes, pour la plupart en tout cas, notamment parce que le couple donne confiance en soi. Je suis validée par une personne qui m'aime telle que je suis. Il m'aime telle que je suis parce qu'on est un vrai couple et on s'aime réellement. Donc je n'ai pas besoin de faire des efforts, je peux arrêter, je n'ai plus besoin d'être validée par les autres hommes que je croise. Donc finalement, je m'en fiche. Parce que aussi, elle réalise que l'attente des conjoints n'est pas aussi élevée que ce qu'elle pensait. On l'a vu avec la question de l'épilation notamment. La raison du temps revient aussi parce que déjà les activités à deux demandent du temps, mais aussi parce que parfois le couple est synonyme de plus de tâches ménagères, notamment des choses invisibles. Une répondante nous disait qu'elle devait repasser après son conjoint sur ses tâches de café, etc. Et elle nous expliquait ne pas s'être épilée depuis 3 semaines les sourcils parce qu'elle n'avait plus de temps. Elle rentre chez elle, elle prend sa douche, elle fait les tâches ménagères, elle fait à manger pour ne pas qu'il mange n'importe quoi, alors qu'à l'époque, elle pouvait aller grignoter, c'était pas grave si elle mangeait n'importe quoi. Donc, elle n'avait pas le temps de s'épiler. La confrontation aussi, on est là tous les jours, on se voit au quotidien, donc je ne peux pas être parfaite tout le temps. Alors même si une répondante et plusieurs autres le faisaient à l'époque, prépare ses piles en cachette, elle s'habille en cachette, elle ne veut pas, surtout pas que son conjoint la voie faire des formes de mise en beauté, mais elle veut qu'il la voie toujours parfaite. D'autres disent, mais en fait, je ne peux pas être maquillée tout le temps, je ne peux pas, comme quand on se rencontrait en fait pour un rendez-vous avant cela. Et certaines disent qu'au début de la relation, elles se réveillaient en avance pour être sûres d'être apprêtées au moment où le conjoint se réveillait, mais qu'elles ont vite réalisé que ce n'était pas possible. Et enfin, on peut voir aussi que ça peut être une contrainte pour le partenaire, et surtout dans les couples un peu plus contrôlants, un peu moins égalitaires, où les conjoints vont aussi avoir reprocher en fait aux partenaires le coût de leur mise en beauté et reprocher aussi le temps que ça prend. Donc une répondante nous disait qu'elle devait annuler certaines activités à deux parce qu'elle devait prendre la matinée pour s'épiler et donc forcément le conjoint le lui reprochait un peu.
Donc voilà, on a un peu une idée de la place de la mise en beauté dans le couple. On pourra peut-être continuer aussi avec Chiara, puis au moment des questions tout à l'heure. Et puis je vous laisse aussi avec les sources si jamais vous avez envie de peut-être continuer un peu sur le sujet. Merci de m'avoir écouté. C'est ça. Merci Juline pour cette conférence, pour ta recherche qui est vraiment très riche. Je l'ai trouvée vraiment passionnante, surtout que euh, j'ai pas le courage d'aller là où tu es allé, c'est-à-dire d'aller creuser dans les couples et de voir, d'aller interroger les gens sur cette portion du travail esthétique et qui est le travail esthétique qui s'est fait à l'intérieur des dynamiques intimes, des relations intimes. Donc, je te trouve très courageuse, c'est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup comment tu montres les logiques d'aménagement et d'organisation entre les différentes responsabilités des femmes, dont une responsabilité est justement celle de montrer d'être une femme compétente par une apparence qui correspond à la façon dont se crée l'impression de compétence pour une femme hétérosexuelle, donc une certaine féminité, j'imagine, relativement proche des stéréotypes de féminité qui circulent et qui sont prédominants. Il y avait un aspect dans ce que tu mentionnais à la fin quasiment goffmanien il existe quasiment des coulisses dans le domestique, là où on est exposé tout le temps au regard des autres. Il existe quand même des activités, des moments qu'on cache et ça fait écho en fait aux recommandations des mères, des grands-mères, des magazines de beauté qui disaient que ben, il y a certains aspects du travail esthétique. C'est beau de voir une femme se maquiller, mais c'est moins beau de voir une femme s'épiler les jambes ou les aisselles, par exemple, avec la crème. Et donc, il y a des choses qui doivent être cachées, qui ne font pas partie non plus de qu'est-ce qui peut être exposé du travail de la beauté. Donc, je trouvais vraiment très intéressant comment dans la construction de l'impression de la féminité compétente, il y avait cette partie de secret versus une partie qui est exposée, par exemple, avec la demande d'aide au conjoint par rapport à certaines décisions esthétiques, comment se maquiller, comment s'habiller, magasiner avec les conjoints, etc. Et en ce sens-là, je te poserai peut-être une première question parce que oui, vrai, comme dit Marion Brezas, que les conjointes sont les expertes esthétiques parce que bon, disons, ça fait partie de toute personne qui a travaillé un peu sur la construction de l'intime, du mariage historiquement, de la domesticité hétérosexuelle, c'est aussi que ben, Zimmel, au début du XXe siècle, disait que la maison était la construction culturelle, la production culturelle principale des femmes. La maison, c'était aussi une certaine esthétique, donc le fait de euh, soigner l'apparence du conjoint, d'être responsable de l'apparence du conjoint, de l'apparence des enfants aussi, faisait partie aussi de la définition de la domesticité féminine. Pourtant, je trouve intéressant que, oui, les femmes expertes esthétiques, en même temps, il y a comme une espèce de cession d'autorité au conjoint lorsqu'il s'agit de aller magasiner avec lui et puis lui demander un conseil pour voir si le choix qu'on ferait correspond à ses goûts. Il y a comme vraiment un hommage à l'autorité masculine qui esthétique qu'on donne, qu'on fait, disons, pas en donnant à l'homme le rôle de juge de certaines, dans certaines décisions, dans certaines pratiques esthétiques. Donc, pardon, je voulais te questionner un peu plus sur ça. Euh, J'étais aussi, je voulais aussi te demander si par rapport à ce qu'on remarque, cette charge esthétique il est quand même relativement documenté historiquement. C'est pas nouvelle, c'est pas une nouvelle donnée par rapport à l'histoire des injonctions à la beauté, à la féminité, dont on trouve des documents qu'on trouve illustrés dans l'histoire des pratiques de beauté au 19e siècle, surtout avec la naissance de l'industrie cosmétique, les publicités relatives toutes
les aspects que tu montrais, aussi les aspects de aménagement des investissements, de logique de jeu entre le secret et le dévoilement, la production aussi de l'impression de beauté comme authentique, donc la beauté naturelle, le plus naturelle possible, eh bien, tout ça, ça fait quand même partie de ce qui est documenté de la culture dominante de la beauté féminine en Occident. Est-ce que tu remarques quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui t'a surpris, quelque chose où tu t'es dit, ah ben ça c'est quand même une donnée qui montre qu'il y a un changement, une évolution par rapport à ce qui était dans le passé, donc par rapport à la façon dont les injonctions se manifestaient aussi. Et là, j'ai peut-être une piste à suggérer, et là, je vais faire ça avec vraiment des pincettes parce que c'est une question, je crois, très complexe et très délicate à laquelle j'ai commencé à réfléchir il y a longtemps, mais qui a été comme réanimée ce dimanche. Je ne sais pas si vous avez vu sur la Presse Plus ce dimanche, il y avait un spécial, donc une conversation entre deux journalistes de la presse, deux femmes. euh, Supposément féministe aussi, et une troisième journaliste professionnelle qui discutait d'apparence et surtout d'apparence dans la vie quotidienne, dans les milieux professionnels en particulier. Et la journaliste qui était interviewée est une personne qui a toujours son costume, son maquillage parfait, ses talons, qui ne sort jamais sans être totalement préparée, soignée. Et les deux journalistes, donc Olivia Lévy et Catherine Anfield, se sont pointés à l'entretien, une en jogging, l'autre quand même avec des vêtements sans maquillage, etc. Et il y a donc eu une discussion parce que la personne interviewée a commencé à faire des commentaires sur l'apparence des deux autres journalistes. Et c'était très intéressant de voir à quel point elle faisait des commentaires sur leur apparence négligée de manière très décontractée. Et je me suis trouvée à être outrée. Je me disais, mon Dieu, il n'y a pas une once de féminisme chez cette femme. Et je me suis retrouvée à me demander, comme j'ai fait dans le passé, si finalement, si on revient à ce que Nancy Fraser disait du capitalisme et de la manière dont le capitalisme a réapproprié certains enjeux féministes, donc la question de l'égalité, la question du développement personnel, qui ont commencé à devenir, à être incorporés dans le discours capitaliste sur les travailleurs parfaits, sur le soi parfait, dans le discours aussi thérapeutique du self-help. Est-ce que la posture féministe par rapport aux normes de beauté est-elle devenue une injonction aussi? C'est-à-dire qu'il faut dire qu'on critique les standards de beauté, il faut dire qu'on critique l'oppression qui vient de ces normes, mais en même temps, cela ne signifie pas qu'on les rejette, cela ne signifie pas qu'on n'est pas encore imbriqué dans ces façons de penser, dans ces logiques, dans ces normes-là, mais c'est mal vu, c'est un signe de manque de compétences que de ne pas mobiliser des outils féministes pour critiquer ce qu'on fait. Donc, on est doublement obligé, donc le discours contradictoire que tu disais tout à l'heure, on est doublement obligé de dire, ah mais non, mais moi je l'ai fait pour moi. Mais pourtant, je l'ai fait pour moi, ben, c'était dans les publicités de L'Oréal dans les années 90, parce que je vaux, parce que je... C'est un discours qui est très peu libéré, très peu émancipé en soi. Le faire pour ça, ça ne veut pas dire qu'on change les normes esthétiques des références, ça veut juste dire qu'on crée une impression d'agentivité, mais tout en respectant pas mal les mêmes normes qui étaient celles qui étaient imposées quand on n'était pas consciente disons, du discours féministe qu'il est critiqué. Donc, je voulais te provoquer un peu, peut-être en discuter aussi avec les plusieurs collègues qui sont ici. Le dernier élément qui m'intéresse, ben, en tant que personne qui a été mariée pendant 15 ans, je me demandais quelle est la durée des relations moyennes des personnes, parce qu'à un moment donné, on commence à s'en foutre pas mal, à mon avis, aussi de ce que le conjoint pense, mais c'est aussi une dynamique justement
Mais ça fait partie de la dynamique conjugale, de comment au début, il y a aussi une performance érotique, le désir de garder la passion, parce que ça aussi, c'est une injonction qu'il faut quand même garder la passion allumée, qu'il ne faut pas perdre l'étincelle, etc. Puis à un moment donné, il y a les enfants, le travail, la santé, les problèmes économiques, et là, on perd de vue, on se rajuste, etc. Donc, j'étais curieuse de ce point de vue-là. La question que je voulais poser, c'était, j'ai trouvé très, très intéressant, dernièrement, j'ai lu beaucoup les travaux de Daniel Miller, qui est un anthropologue de la matérialité, dans le fond, des rapports à la matérialité, et qui montre, en fait, dans son livre The Comfort of Things, qui est vraiment un livre magnifique, que la pensée critique, la sociologie critique a quand même beaucoup critiqué l'attachement aux objets matériels, aux pratiques aussi matérielles visibles, à l'esthétique, comme étant une espèce de renonciation à la libération de l'esclavage capitaliste, de la consommation, etc. Mais finalement, ce que Miller voit dans ses entretiens avec les gens qui lui parlent des objets et des choix esthétiques, c'est que la plupart de ces choix esthétiques sont faits pour créer des relations avec les autres et pour entretenir des relations avec les autres. Donc, ce n'est pas du tout des pratiques individualistes, atomisées, consomméristes dans le sens de l'aliénation, mais qu'il y a vraiment la finalité de maintenir des relations. Et donc là, je me demande si oui, évidemment, le concept de charge esthétique, mais finalement, le travail esthétique devient une pratique de maintien relationnel, en quelque sorte, de maintien de la relation, ce que les psychologues appellent relationship maintenance dans la conjugalité, à travers justement des choix matériels, à travers le fait de mettre le pull que le conjoint nous a donné ou de faire le maquillage qu'il préfère, etc. Mais je me demande si on pourrait, c'est ça, plutôt que juste regarder le côté oppressif, si on pourrait aussi regarder le côté constructif et le côté justement plus dyadique de qu'est-ce qu'on gagne en termes d'atmosphère affective, intensité affective aussi en faisant ce travail-là. Voilà, je t'ai lancé plein de questions. Alors, je me souviendrai peut-être pas de tout, il faudrait peut-être répéter certaines choses. Alors, pour commencer avec la question simple, les répondantes étaient en couple avec leur partenaire depuis minimum 2-3 ans jusqu'à une dizaine d'années, un peu plus, et je crois que la moitié était mariée, à peu près. Donc, il y a une certaine différence en temporalité, mais elle me parlait aussi d'anciennes relations avec lesquelles elles ont pu, avec des partenaires avec lesquels elles ont pu rester pendant longtemps aussi. Et une des répondantes, entre autres, était avec son partenaire depuis pas forcément très longtemps, mais elle le connaissait depuis l'enfance et a eu des relations avec lui. Voilà, puis ils se sont séparés, ils sont remis ensemble, etc. Donc ça jouait aussi sur son rapport. Et elle, par ailleurs, se sentait beaucoup plus à l'aise avec son conjoint aussi parce qu'elle disait, il m'a connue toute petite et tous les défauts que j'ai, les cicatrices, etc. Il sait pourquoi je les ai, il connaît tout de moi. Donc j'ai peut-être moins de problèmes aussi avec mon apparence. Ensuite, pour votre dernière question, en fait, ce qu'on peut noter, pour ta dernière question, pardon, ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans certains couples, et ça c'est souvent dans les couples plus égalitaires, il y a une forme de collaboration esthétique. Donc il y a des répondantes qui disent qu'elles aimaient bien aussi s'habiller avec leur partenaire et c'était aussi leur relation. C'est-à-dire qu'on est un couple, on est ensemble, on est un duo, on est une équipe et donc on s'habille ensemble, on se présente au monde aussi à deux. Donc finalement, il y a un lien aussi qui se fait par l'apparence et un maintien du couple par l'apparence et pas simplement pour la sexualité. Et cela parfois aussi selon des activités de couple. Donc une répondante avait une activité de musique avec son conjoint. Donc quand ils faisaient des concerts, ils se préparaient. Ils sont également ensemble travailleurs et travailleuses du sexe. Donc forcément aussi, ils se préparaient ensemble en amont pour faire des vidéos, etc. Donc c'est comme ça que ça s'était instauré aussi à faire un travail ensemble. Et puis pour certaines activités aussi, donc une répondante nous disait, bah moi me disait pardon, j'aimerais bien que mon conjoint s'apprête un peu plus. Alors j'instaure des moments aussi qui font aussi un partage dans notre relation où on va se faire un repas ensemble à la maison. Et comme on va bien cuisiner, bah, on va aussi bien s'habiller tous les deux et ça va aussi me plaire. De ce côté-là. Ensuite, pour je me souviens plus des autres questions. Je me souviens plus exactement. Je te parlais de... Ah, c'est quoi l'élément de nouveauté et puis la question des injonctions Oui, féministes, oui, oui. peut-être du discours féministe ou post-féministe, je l'ai fait pour moi, etc. Comme
une nouvelle injonction dans le fond qu'il faut performer, à laquelle il faut répondre. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, dans les débats féministes, que ce soit dans la littérature scientifique ou aussi dans le milieu militant, et certainement que toi aussi, tu as lu sur ces sujets-là et tu as vu des choses, mais il y a différents discours, et puis il y a certaines féministes qui vont rejeter totalement toute forme de mise en beauté, toute forme de féminité. Et si on performe une féminité, on est une traître aussi au féminisme, etc. Donc, finalement, les luttes féministes vont nous libérer de certaines formes de mise en beauté, de l'injonction et peut-être de l'obligation à se mettre en beauté, mais à l'inverse, certains mouvements, certaines pensées peuvent remettre aussi une injonction à dire mais si tu es trop féminine, on va pas nécessairement te considérer comme, on va te considérer comme une traître déjà au mouvement, et puis on va pas te considérer avec autant d'égalité qu'une personne qui va s'habiller de manière plus neutre ou peut-être plus artistique, etc. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de deuxième injonction qui revient dans certains mouvements féministes où une personne très féminine va aussi être rejetée et peut-être aussi avoir les mêmes critiques sociales finalement d'autres personnes qui vont la juger moins intelligente, plus superficielle. Et ben le féminisme va remettre ça aussi malheureusement certains mouvements féministes et pas tous. Mais à l'inverse, il y a aussi certains moments, certaines pensées féministes où on dit plutôt bah, tu fais ce que tu veux et puis on a conscience qu'il y a des injonctions à la beauté, on a conscience que c'est difficile à savoir naviguer, on a conscience, comme vous en parlez, tu en parles, excuse-moi, des paradoxes de la beauté et donc du fait que c'est super dur de naviguer aussi dans une société qui nous demande de se faire belle, mais en même temps pas trop, qui nous juge superficielle si on se met en beauté et qui nous juge pas une vraie femme si on ne le fait pas. Et donc un féminisme peut être un peu plus compréhensif sur chacun, sur les actes de toutes et toutes. Et puis au niveau des changements, moi j'ai pu remarquer dans les discours de mes répondantes qu'elles nommaient la charge mentale de la mise en beauté. Plusieurs ont dit, une répondante disait par exemple qu'elle avait diminué sa mise en beauté en raison de son travail et qu'elle s'était sentie soulagée d'une charge mentale chaque jour, de calculer comment elle s'habille, comment elle se prépare. Donc moi je dirais charge esthétique. Et puis la charge mentale justement c'est un concept qu'on entend beaucoup plus ces derniers temps et qu'on arrive à appliquer sur beaucoup de choses du quotidien et qui met en lumière des choses totalement invisibles. Et c'est ce que voulait Monique Eco aussi, et notamment grâce à la BD Emma qui parle de la charge mentale et qui a aussi démocratisé ce concept qui à la base était plutôt un savoir scientifique et qui permet en fait de nommer aussi bah, la charge esthétique dont je parle, de la nommer au quotidien en disant mais c'est fatigant, mentalement c'est drainant et donc j'arrête aussi de trop me questionner là-dessus et je m'en libère. C'est peut-être le changement que j'ai pu remarquer aussi dans mon échantillon en tout cas. Merci.